messieurs. Alors, on va déroger aux habitudes de la poésie. Et on va même déroger aux habitudes du chronomètre. Alors, soyez gentils. Je ne peux pas faire un compte de 3 minutes. Je pourrais, mais ça aurait un petit peu moins de profondeur. Alors, asticot gris, asticot blanc, montrez-moi toutes vos dents. Prêtez-moi vos oreilles pour que les mots que je vais vous conter coulent à merveille de ma bouche vers votre cœur. L'histoire que je vais vous conter, ça s'est passé il y a très longtemps. Ça fait tellement longtemps que dans ce temps-là, la mère puis le père du temps n'avaient même pas encore mis au monde. Ça fait tellement longtemps que les journées dans ce temps-là, ils n'étaient pas emprisonnés dans les calendriers. Ça fait tellement longtemps qu'il y a juste les arbres puis les montagnes qui s'en rappellent. Puis heureusement pour vous, les arbres sont mes amis puis ils m'ont conté cette histoire-là autour d'un feu de camp un soir de pleine lune. Alors venez vous réchauffer sur le bord du feu du conte. Le feu du conte va vous réchauffer les oreilles. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'animaux dans la mer. Il y avait des troupeaux de wapiti, il y avait des chevreuils, des renards, il y avait des lynx, des ours polaires. Mais dans la mer, rien. Juste des poissons et des crustacés. Dans ce temps-là, vivait aussi un vieil homme, un vieil Inuit puis sa fille. Il s'appelait Ogluk. Elle était rendue orpheline de mère parce que le grand marcheur des mers le grand marcheur de la neige était venu chercher sa mère il y a quelques années. Elle vivait toute seule avec son père. C'était une fille parfaite. Elle avait des bonnes dents solides pour mâcher la babiche. Pour manger la viande douce pour son père qui avait toutes les dents pourries. C'était une fille parfaite, elle savait coudre. Elle savait coudre les fines coutures tripes, étanches, des mocassins et des parkas. C'était une fille parfaite, elle avait des belles rondeurs, elle avait tout ce qu'il fallait à la bonne place, des belles grandes hanches pour avoir bien des enfants. Mais le problème, elle en avait juste un, c'est qu'elle était très difficile. Elle ne voulait pas choisir de mari. Pourtant, à tous les printemps, quand la neige fondait et que la glace fondait sur la mer, il y avait un nuage de brume au-dessus de la mer. Tous les jeunes chasseurs célibataires venaient avec leur kayak, remplis à craquer de richesses pour pouvoir demander sa main à son père. Elle, quand elle voyait les chasseurs accostés sur la plage, elle allait derrière sa hutte, puis elle se cachait, puis elle observait les chasseurs. Ah, oh, lui, il est trop gros. Ah, oh, lui, il est trop maigre. Ah, oh, lui, il n'a même pas rien mis sur la plage, ça doit être un pauvre chasseur. À chaque fois, il avait beau avoir des centaines de jeunes hommes qui venaient la courtiser, on n'en acceptait jamais un. Son père au club, il était tanné de ça, il était frustré. Hein? Un jour, il était assis sur le bord de la plage, il dit « ça peut pas durer, mes mains commencent à trembler. Quand je prends mon harpon, je ne peux plus chasser. Si ma fille, elle se trouve pas un gendre, sans gendre, il n'y a pas de chasse. Sans chasse, il n'y a pas de viande. Sans viande, il n'y a pas de vie. » Vous savez, les temps sont durs pour les Inuits. La famine est toujours un peu proche des villages, elle fait le tour. Alors un jour il s'est fâché, il dit là, le prochain qui vient voir ma fille, Sedna, pour la marier, je vais lui donner que ça soit n'importe qui. Mais le ciel fait drôlement les choses. Puis ce jour-là, ils ont vu apparaître un petit point au-dessus de l'horizon. Plus que le point s'avançait, plus qu'on voyait que c'était un kayak avec un pêcheur dedans. Kayak, ça voulait dire bateau de chasse, parce que c'est comme ça que les Esquimaux, les Inuits, chassaient sur la mer les phoques. Avant, ben là, il n'y en avait pas dans ce temps-là. J'ai fait un petit Alors là, le chasseur est arrivé, il avait des grands cheveux longs noirs, brillants. Il y avait des fourrures luisantes et riches sur lui. Son père le vu arriver, il a dit, lui, il doit être un bon chasseur. Il a débarqué, puis là il a dit je viens demander ta fille en mariage, elle est célèbre à travers toutes les glaces. J'aimerais ça être celui, j'ai pas amené de richesse avec moi parce que je reste trop loin, mais je te jure, mon territoire de chasse est très abondant. En plus, je vais couvrir ta femme de fourrure, de l'huile pour les lampes et des bijoux en ivoire, elle va pas rien manquer. Fait que son père, au bloc, il a appelé sa fille, Sedna, arrive ici! Elle voulait rien savoir encore, elle était cachée en arrière de sa hutte. Ça change la poésie, hein, c'est vrai. Hein? Je vois les gens sourire un peu, mais
c'est ça. Ça permet un petit peu d'adaptation. Merci, vous avez des bonnes oreilles. Et elle ne voulait pas venir, elle était en arrière de sa hutte, puis elle se cachait. Puis il a continué d'insister, elle n'avait pas le choix d'obéir, hein, c'était son père. Fait qu'elle est partie sur le bord de la plage. Au globe regarde sa fille, il dit Sedna, emmène tes bagages, ça va être ton nouveau mari. Elle n'a pas eu un mot à dire. Elle a été chercher les petites choses qui restaient dans sa hutte, elle les a pris, elle a embarqué dans le kayak, puis ils ont fait un voyage. Ils sont partis vers l'ouest. Pendant 3 jours, 3 nuits, il a environné, puis elle était derrière. Ils ne se sont pas dit un mot. Ils sont arrivés à un moment donné, après 3 jours, 3 nuits, encore en même ligne droite dans l'ouest. Il y avait une grande falaise, un île avec une grande falaise. C'était une grande falaise, puis autour de la falaise, il y avait des centaines d'oiseaux noirs. C'était des corbeaux, mais c'est rare que les corbeaux, il y en a autant. Puis à un moment donné, son mari s'est levé debout dans son kayak, il a pitché son aviron dans la mer, puis là, il a enlevé son parka, puis derrière, en dessous de son parka, il y avait 2 grandes ailes noires. Il s'est mis à voler, il s'est envolé dans les airs. Il y avait des ailes d'à peu près 6 pieds d'envergure à chaque bord. C'était pas un homme qui avait marié, c'était l'esprit des corbeaux. Il s'est mis à circuler le tour du kayak, puis il est arrivé, il a foncé sur Sedna, il l'a pris par les épaules, puis il l'a emmené en haut de la colline. Puis il l'a déposé rudement en haut de la montagne sur l'île. Il y avait juste des ossements de vieux poissons, puis il y avait plein de corbeaux alentour. Qui tournaient alentour d'elle. Sedna avait peur, elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle s'attendait d'avoir un village avec plein de monde. Elle se retrouve toute seule avec des oiseaux. À tous les jours, son mari partait. Le matin de bonne heure, il allait chercher des poissons. Il revenait juste le soir. Il donnait des poissons sèches. Puis il allait se coucher avec elle pour lutter toute la nuit. Puis ça recommençait au matin. À tous les jours, pendant des semaines. Pendant des mois. Son père, il n'avait pas oublié sa fille. Il était un peu triste. Mais il s'est dit, elle va faire plein d'enfants. Puis le chasseur, mon gendre, il va venir me donner plein de viande. On va rien manquer. Mais là, ça faisait 1 an, puis il se demandait, il n'a pas vu un poil de petit nouveau-né. Aucun gendre, aucune viande, aucune graisse, pas d'huile pour mettre dans les langues. Il commençait à avoir froid, il commençait à avoir faim. Il y a eu un rêve dans sa tête un soir. Au même moment, Sedna pleurait puis elle demandait au ciel d'amener son père pour venir la chercher. Puis lui, le même soir, parce que dans ce temps-là, on dit que les gens communiquaient pas mal plus avec la pensée qu'avec la bouche, comme aujourd'hui. Puis là, le lendemain matin, il s'est décidé, il dit, je vais partir, je vais aller voir où rendu ma fille. Fait que, il s'est levé un bon matin, pris son baluchon, il a mis ça dans son kayak, il est parti. Il était vieux, il se demandait s'il était pour revenir. Il a voyagé vers l'ouest, la direction où sa fille et son gendre sont partis. Après 3 jours, 3 nuits, il est arrivé en haut d'une île, et en bas d'une île, il y avait une île avec une grosse falaise, plein d'oiseaux noirs qui tournaient en haut. Et il a cru voir une silhouette d'une femme sur le dessus de la colline, la falaise, puis il a crié « Sedna, c'est toi! » Sedna a entendu. Elle dit « Papa, t'es venu me chercher? » Il dit « Vite, dépêche-toi, je vais essayer de trouver une place pour descendre. » Là, elle a cherché une place pour descendre de la falaise. C'était dangereux, mais pas par pas. Main par main, elle s'agrippait aux racines et aux roches, puis elle a réussi à descendre. Son père est arrivé sur la plage, il dit « Il est où ton mari, ma fille? Sont où tes enfants? Sont où les animaux, la viande, les fourrures? » Il dit « Papa, on s'est fait avoir. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Mon mari, c'était l'esprit des corbeaux. Puis je ne veux plus rester avec lui. Il me maltraite, il n'est pas fin avec moi. Puis je mange juste du poisson séché. J'ai hâte de manger de l'ours. Puis... Fait que là, il veut pas, il avait peur un peu des esprits, hein. Ton mari, c'est un esprit, j'ai pas envie qu'il se mette contre moi, je veux pas mourir. Fait que là, elle a supplié à genoux, elle pleurait. Fait qu'elle a décidé de l'amener dans son kayak, de la cacher en dessous des fourrures, puis il est parti. Puis elle a dit, dépêche-toi, mais mon mari, il rentre jamais avant tard à soir. Fait qu'on a le temps. Fait qu'il a ramené le plus vite possible. Elle laisse sa fille cachée en dessous de ses fourrures. Mais le temps passe vite d'un compte. Le temps passe très vite d'un compte. La journée déjà était
était fini, l'esprit du corbeau est arrivé, puis il a vu que sa femme n'était pas là, il s'est fâché. Il a demandé à tous ses amis, « Elle est où ma femme? » Ils ont dit qu'elle était partie avec son père dans un kayak vers l'est, elle retournait chez eux. Alors là, il a déployé ses grandes ailes, puis il n'a pas perdu de temps, il n'a pas perdu une seconde. Il est arrivé en haut du caillot, en haut du kayak, du canot. Moi, je suis québécois, j'ai l'habitude avec les kayaks, je suis plus habitué avec les canots. Il arrive en haut du kayak, son père, il est venu blanc. Ben, il faisait déjà assez blanc, là, dans le pôle Nord, mais il était encore plus blanc de peur quand il a vu l'esprit, il ne voulait pas mourir. Puis là, soudainement, il a dit à sa fille, retourne avec lui, retourne avec ton mari. Puis elle ne voulait pas. Fait que là, il l'a pris, puis il l'a jeté dans l'eau. Là, son mari, l'esprit des corbeaux, s'est mis à tourner. Ça faisait comme une tournade alentour du kayak avec ses grandes ailes, des coups de vent. À chaque coup d'aile, ça donnait un coup de vent qui faisait tourner le kayak. Puis Sedna s'est agrippée au canot le mieux qu'elle a pu. Puis là, il est arrivé quelque chose d'horrible. Mais pour nous, c'est horrible. Mais dans la réalité des Inuits, c'était des choses qu'on voyait souvent. Son père, qui avait peur de mourir, a pris sa pagaie, puis il a donné des coups sur les mains de Sedna qui s'agrippait. Ch'tlang! Il a coupé toutes les premières phalanges de ses doigts. Ces phalanges-là sont tombées dans l'eau avec une vague de rose, de rouge, de sang. Puis toutes les phalanges se sont transformées en phoques. C'était les premiers phoques de l'océan, mesdames et messieurs. Elle s'est agrippée encore une fois au kayak, avec le vent, la tornade qui faisait tourner. Elle avait peur, elle voulait vivre, son père voulait pas mourir non plus. Alors il a repris une autre fois son aviron. Ch'tlang! Il a coupé ses autres phalanges. Puis ces phalanges-là, quand ils ont tombé dans la mer, se sont transformées en force avec des grandes défenses d'ivoire. Ils sont partis dans l'eau, dans le nuage rose et rouge du sang de Sedna, qui s'est agrippé une troisième fois sur le kayak de son père, qui était blanc de peur, envoyé à l'esprit, tourné autour de lui. Alors pour un dernier coup, il a pris son aviron, puis il a donné un coup sur les mains de Sedna, qui ont coupé. Puis qu'en tombant dans l'océan, les mains de Sedna se sont transformées en baleines. Toutes sortes de baleines, grises, noires, blanches, à bosse, pas bosse. Puis elle s'est laissée couler dans le fond de l'eau, en regardant les airs avec ses cheveux qui flottaient dans le courant. Mais les Inuits, ils disent qu'elle n'est pas morte, Sedna. Ça va peut-être être dur à comprendre pour vous autres, les Blancs. Mais les Inuits disent que Sedna est rendue dans le fond de l'eau avec tous ses enfants qu'elle a mis au monde. Les phoques, les baleines, les morses qui ont copulé, puis qui ont eu d'autres enfants, puis qui ont peuplé les mers des mammifères. Et on dit aujourd'hui que quand la famine règne chez les Inuits, puis qu'ils ne sont pas capables de chasser, il n'y a plus de phoques, il n'y a plus de baleines, il n'y a plus de morses, ben ils savent que Sedna est fâchée encore. Ils savent que Sedna, ses cheveux sont tous mêlés, puis elle ne peut pas se peigner parce qu'elle n'a plus de doigts. Fait que là, le chaman du village, il prend son drum, puis il bat son drum, puis il bat son drum, puis il rentre en transe. Puis en rentrant en transe, son corps le quitte, s'en va dans les airs, puis il va dans l'eau. Puis là, il rentre dans la mer, puis il va au plus profond des mers où Sedna allait. Sedna, elle a tout pris ses enfants, elle les a toutes rappelés à elle parce qu'elle est fâchée contre les hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis elle ne peut pas se peigner parce qu'elle n'a pas de doigts. Fait que le chaman, il va dans le fond de la mer, il prend un peigne en os, puis il peigne Sedna pendant des heures. Jusqu'à temps qu'il ne reste plus un petit nœud dans ses cheveux. Puis quand Sedna est dépeignée, ben elle laisse aller ses enfants, puis les Inuits peuvent chasser. C'était un conte pour l'hiver, pour la neige, la glace, et pour les premiers habitants de ce continent.